Merci Nora d'avoir donc resitué cette étude à l'échelle de l'ancien périmètre de la région Lorraine. Je passe la parole maintenant à Alexandre Burtard, qui est donc historien de l'art et qui, pour la Manufacture du patrimoine, a proposé, rédigé cette étude avec une focale maintenant sur Saint-Yves. Merci, Kézoli. Je vais donc rapidement vous présenter cette étude, la manière dont elle s'est déroulée. Je vous fais un résumé assez rapide de la méthodologie. On a notamment entré dans ces tableaux de recherche des catégories qui serviront plus tard pour le personnel de la DRAC à faire notamment des actions de valorisation. Donc, par exemple, tous les édifices sont renseignés en termes de courants et styles architecturaux lorsque c'est possible, de manière à permettre par exemple des publications thématiques sur tel ou tel courant. Et notamment pour les régions sur lesquelles on a travaillé, on a également renseigné ces édifices dans une liste de thématiques propres à la région. Donc l'annexion, la première et la seconde reconstruction, vous voyez des choses qui peuvent être générales, mais des choses aussi qui peuvent être spécifiques à l'ancienne Lorraine. De manière aussi à croiser ces informations avec les styles, avec les dates, avec les architectes. Ensuite, je vous ai mis un visuel du corpus général, donc des 841 édifices repérés. Vous voyez leur répartition sur le territoire lorrain, sur les 4 départements. On a en pourcentage évidemment une dominante sur la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, puisque ce sont des départements où il y a des grands centres urbains. Mais vous le voyez, les Vosges et la Meuse n'ont pas été oubliés. On a sillonné beaucoup ces 2 départements pour trouver un maximum d'édifices d'intérêt. Ces édifices, par typologie d'architecture, vous voyez que plus d'un quart du corpus est constitué par l'architecture domestique. Et qu'ensuite l'architecture religieuse est très importante, notamment en raison des 2 reconstructions, puis de l'essor connu par la région, aussi bien avec le textile que la sidérurgie, que les mines. Évidemment, l'urbanisme, dans ce cadre-là, tient une place importante aussi, puisque lui-même étant constitué par de l'architecture domestique, et de l'architecture religieuse et de l'architecture publique. Ensuite, par datation, vous voyez que les 3 premiers quarts du XXe siècle représentent à peu près un tiers chacun de ce corpus, et le 4e quart du XXe siècle, lui, est représenté par le résiduel, on va dire. C'est aussi en raison des choix qui ont été faits lorsqu'on a choisi ces édifices avec le groupe de travail. Le 4e quart est toujours plus difficile à aborder et plus facilement mis à l'écart, parce qu'on a un recul qui est, à mon sens, pas toujours suffisant d'ailleurs pour évaluer ces édifices, et qu'on est parfois un peu pressé. En tout cas, il y a quand même 5% du corpus qui est concerné par ces édifices. Et quand on regarde à l'échelle des 2 moitiés du siècle, forcément la première moitié domine en Lorraine. Alors je signale que c'est aussi représentatif de l'histoire de la région, puisqu'on a mené une étude similaire sur la région Centre-Val de Loire, et là c'est la 2e moitié du siècle qui dominait largement. Donc ça signifie aussi quelque chose pour notre région, qui est profondément, architecturalement, une région aujourd'hui de la première moitié du XXe siècle en raison de l'histoire. On a établi avec le groupe de travail une critériologie qui nous a permis, comme l'expliquait Nora Juel, d'en venir de 841 édifices à une sélection de 200, puis de 50 édifices. Et on a voulu ne pas s'en tenir aux 3 seuls critères qui étaient énoncés dans la circulaire ministérielle, mais les intégrer dans un corpus de critères beaucoup plus développé. Et chacun de ces édifices a été passé au crible de ces critères avec l'assentiment du groupe de travail. Donc ces critères qui sont classés en 2 catégories. Il y a les critères primaires qui sont les plus importants. Vous voyez d'abord l'aspect technique et constructif de l'édifice, l'approche créative, qui est le seul critère qui concerne une approche esthétisante de l'édifice. Voilà, mais il y a aussi des patrimoines rares ou discrets, ou la valorisation de la diversité locale de l'architecture. Et ces critères sont appuyés par des critères complémentaires qui sont davantage destinés à la politique de labellisation et de valorisation
par les institutions publiques comme la DRAC. Donc par exemple, est-ce que l'édifice a des capacités de réaffectation sans le modifier profondément? Est-ce que c'est un patrimoine menacé? Quel est son état de conservation? Et la fixation d'édifices qui ont pu être des témoins dans l'histoire de la critique, qui ont été très publiés, qui parfois sont tombés dans l'oubli aujourd'hui, mais qui ont pu être au cœur de polémiques, et c'est un peu le cas de Saint-Dié. Donc quelque part, c'est une ville qui a été pendant longtemps un petit peu laissée de côté par les études historiques. Récemment, elle a été quand même beaucoup plus étudiée, elle le sera encore dans l'avenir grâce à la convention qui a été passée avec l'école d'architecture. Mais c'est une ville qui a été au cœur de débats internationaux en termes d'histoire. Donc c'était important de lui faire bénéficier de ce critère. Vous le voyez sur les Vosges, parmi les 50 édifices qui ont été retenus pour la labellisation, ces édifices se répartissent assez équitablement sur le territoire vosgien. Il n'y a que vraiment l'ouest du département, autour de Neufchâteau, la plaine de la Vosges, où on trouve assez peu d'édifices du XXe siècle. Et en tout cas aucun qui n'a été retenu pour cette première tranche de labellisation. Mais sinon, on a essayé de valoriser toutes les vallées et tous les types d'architecture. Et les Vosges sont, parmi les 4 départements, celui des 2 départements ruraux qui a la meilleure représentativité en diversité des typologies. Comme vous avez pu le voir un peu avec les images que vous a montrées Nora. Alors, pour l'ensemble de la Lorraine, dans la seconde reconstruction, je vous montre quelques exemples d'autres édifices qui ont été retenus et labellisés. Donc par exemple, des édifices isolés, comme en Moselle, à Homès, cette très impressionnante église d'Henri Vidal et Roland Martinez, construite dans les années 50, reconstruite sur l'emplacement d'une église néo-romane dans la cité minière d'Homès. Vous avez également, il faudrait aller la visiter à l'intérieur parce qu'elle est très, très impressionnante avec des arcs, de grands arcs brisés. Vous avez également cette église de Vesperviller, en Moselle toujours, par Karl Litzenberger, qui est un architecte suisse, qui est un édifice œcuménique où peuvent se tenir des cérémonies juives et protestantes, qui est un édifice évidemment très inspiré par les principes corbuséens, et qui est véritablement de toute beauté. C'est pas très loin d'ici, donc en traversant le petit bout de Meurthe-et-Moselle qui nous sépare de la Moselle, je vous invite à aller voir cet édifice qui est très bien valorisé par la commune d'ailleurs. Vous avez également des fermes. Ici à Dantin, on est toujours en Moselle. Une particularité, c'est la reconstruction par les autorités allemandes d'occupation de sites. Donc là, des fermes qui ont été organisées par l'administration de la Wiederaufbau allemande pour loger des familles de colons et repeupler les territoires dévastés de certaines parties de la Moselle réannexées. Cette architecture, au-delà bien sûr de la politique tout à fait déplorable qu'elle entendait valoriser, sont d'une qualité architecturale tout à fait intéressante et utilisent des matériaux de construction qui méritaient d'être documentés au titre de l'histoire, en utilisant des résidus de production industrielle, et sont d'une remarquable construction technique et structurelle pour la ventilation des foins notamment. D'autant plus que tous les architectes qui ont participé à ces chantiers ont eu une carrière conséquente en Allemagne après la guerre et ont d'ailleurs changé totalement de style architectural et ont pu construire des édifices qui sont reconnus aujourd'hui. Vous avez ensuite des ensembles complets. Alors en milieu rural, par exemple à Moyenvic, par Gilles Bureau, ce village rasé intégralement et reconstruit. Ce qui est intéressant à Moyenvic, c'est la continuité qui existe dans les principes appliqués par Gilles Bureau entre les théories développées lors de la première reconstruction, notamment par André Ventre, par Émile André en Meurthe-et-Moselle, qui sont repris par Bureau, qui matinent d'ailleurs ces références d'études qui ont été faites par les Allemands pendant la seconde annexion. Donc c'est très intéressant, il y a véritablement une théorie sur l'hygiénisme, sur l'amélioration des conditions de vie dans le milieu rural et sur la fonctionnalité des établissements agricoles. Et vous avez d'ailleurs dans Moyenvic, vous voyez ces granges, on voit sur la diapo suivante, qu'on dit de type bureau, qui sont très fonctionnelles, toujours utilisées, et l'église qui est évidemment monumentale au milieu de ce village, un énorme parallélépipède de béton avec un clocher sur plan triangulaire.
Vous avez donc Corcieux, qu'on a vu tout à l'heure, donc là j'ai juste mis une image d'archive. Corcieux, qui est une reconstruction plus traditionnelle, qui fait référence aux matériaux vosgiens, il y a eu beaucoup d'usage de grès, de teintes roses, un peu comme à Saint-Dié, mais là c'est encore une fois un bourg rural qu'on a voulu valoriser, d'autant plus que la commune s'était lancée dans une remarquable entreprise de valorisation de ce patrimoine avec le concours du service régional de l'inventaire. Et qu'elle a beaucoup sensibilisé les habitants à ces questions, habitants qui eux-mêmes, lors de la reconstruction, avaient été associés par les architectes à la reconstruction de leur maison. Ensuite, à Nancy, on retourne, alors cette fois en milieu urbain, un édifice isolé, donc les Grands Moulins Villegrain, qui avait été construit juste après la Première Guerre mondiale par le bourgeois Zimmermann, et qui ont été totalement détruits pendant la guerre, reconstruits par les frères Jacques et Michel André, avec Pierre le Bourgeois, donc pour des parties qui avaient été conservées. Donc, lui, bien sûr, il ne participait plus, mais Jacques et Michel André ont livré le modèle du grand moulin industriel revisité à partir des modèles de Gene Haug ou de Le Bourgeois d'avant la guerre. On reprend complètement les volumes de l'ancien moulin, mais on les redessine avec les lignes de la modernité. Et vous voyez à côté les grands silos de Froment et Clavier, qui sont les grands constructeurs de silos dans la première moitié du siècle. Dans les ensembles urbains, à part Saint-Dié, sur lequel je vais revenir ensuite, nous avons choisi aussi le secteur urbain de la reconstruction de Toul, donc ce qu'on appelle la place ronde, qui s'appelle aujourd'hui la place des Trois Évêchés, avec une reconstruction par Jean Bourgon, grand architecte nancéen, qui a une production absolument énorme sur Nancy et sur son agglomération. Avec Georges Noël et Gaston Schmitt, ils ont reconstruit un centre commercial pour la ville de Toul qui avait été très gravement sinistrée. Ils ont voulu redonner une dynamique à ce centre en créant une place, un symbole, avec donc des départs de rue qui rejoignent ensuite le tissu ancien et une recomposition complète en conservant des préceptes d'architecture et d'ordonnancement classiques propres à s'inscrire dans le paysage urbain d'une ville militaire et sévère qui disposait avant-guerre d'une très belle architecture. Vous avez ici quelques exemples de plans de cette reconstruction de Toul. Alors pour Saint-Dié particulièrement, c'est la plus grande ville reconstruite en Lorraine. Donc évidemment, il fallait pouvoir la valoriser à travers ce label. Donc ce plus grand ensemble urbain, il ne se trouve pas en Meurthe-et-Moselle, il ne se trouve pas en Moselle, il se trouve bien ici, au cœur de la montagne. Et vous le voyez, donc cette ville sinistrée, c'est une photographie d'époque qui a été recolorisée. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait un document d'archives très conventionnel, mais j'ai voulu ici, à titre illustratif, la montrer parce qu'elle est saisissante pour nous qui sommes habitués à la couleur, de l'actualité, de voir ce cœur tout près d'ici, on voit la cathédrale, avec cette ville détruite. Donc sur les 3400 immeubles du centre de Saint-Dié, 3100 ont été intégralement détruits. Vous imaginez les ravages. Et donc ça concerne une population de 10 500 habitants sur les 14 000 du centre ancien de Saint-Dié. Évidemment, une ampleur considérable pour cette ville, donc, qui a été incendiée et partiellement dynamitée en 1944 par des troupes qui venaient des pays slaves et qui étaient engagées de force dans l'armée allemande. Et un bombardement américain qui a, au dire des historiens, causé au moins autant de dégâts que l'incendie et le dynamitage partiel de l'armée allemande en déroute, s'enfuyant et laissant derrière elle une politique de la terre brûlée. Donc vous voyez sur ce plan, qui est dans le fonds André, à Nancy, donc le fonds des architectes Jacques et Michel André, vous avez l'état des dégâts. Vous voyez en rouge les parties intégralement détruites et en bleu les parties plus partiellement touchées. Mais on voit évidemment la cathédrale qui est repérée par le point rouge. Voilà, vous voyez l'étendue des dégâts. Donc à Saint-Dié, la reconstruction, elle va se focaliser autour d'une querelle insidieuse, une querelle qui ne dit pas tout à fait son nom à haute voix, mais entre Jacques et Michel André, surtout Jacques,
et Le Corbusier. Puisque Le Corbusier, dès 1946, s'intéresse de près aux villes sinistrées et souhaite appliquer, c'est évidemment une opportunité pour les architectes de l'époque de montrer leur savoir-faire et de valoriser leur théorie aussi. Donc Le Corbusier, évidemment grand théoricien de l'architecture au XXe siècle, souhaitait conseiller la ville de Saint-Dié pour cette reconstruction, mais l'architecte Nancéien André avait déjà été nommé dès 1945 architecte urbaniste de la ville. Donc, il propose un plan et on lui adjoint 2 mois plus tard Le Corbusier comme architecte conseil sur les instances de l'industriel Jean-Jacques Duval qui connaissait Le Corbusier et qui, avec l'aide d'une des associations foncières de Saint-Dié, a demandé à la mairie que Le Corbusier puisse intervenir. Donc vous voyez, en 1946, Le Corbusier, il connaît déjà Saint-Dié puisqu'il a construit pour Duval la bonneterie que vous connaissez, qui est tout près d'ici, qui est évidemment un édifice qui est déjà protégé au titre des monuments historiques et qui est un édifice remarquable. Vous voyez d'ailleurs Le Corbusier ici dans cette usine. Alors, Jacques André, qui est pourtant apprécie l'architecture de Le Corbusier, et le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme vont apprécier que moyennement cette intrusion, ce qu'ils vont considérer comme une intrusion, et on le voit d'ailleurs sur le plan que Le Corbusier fait pour la ville de Saint-Dié, un plan totalement nouveau. Donc vous voyez, il propose de raser ce qui reste et de réorganiser la ville autour d'une grande place centrale qui regrouperait les centres de pouvoir et de construire à côté plusieurs unités d'habitation, 8 grandes unités d'habitation regroupant 10 000 habitants, et donc de disposer ces grandes unités d'habitation de type, pour faire assez simple, de type cité radieuse, de les disposer dans un grand parc paysager, puisque pour lui, évidemment, la nature, le contexte paysager de Saint-Dié doivent être valorisés et doivent pouvoir être vus depuis le nouveau centre. Il réorganise sur l'autre rive les usines, donc il y a véritablement un lieu de vie d'un côté, un lieu de travail de l'autre et un regroupement des pouvoirs au centre. Alors, vous voyez une maquette donc pour la reconstruction de Saint-Dié ici, qui est dans la Fondation Le Corbusier, et des esquisses, il y en a beaucoup, de Le Corbusier. Ici, c'est le centre administratif. Alors, avec des cohabitations de plusieurs institutions de pouvoir dans un même immeuble, et on dit ce qui aurait aussi choqué beaucoup, le regroupement dans un même immeuble des bureaux des syndicats et de l'évêché. Donc, ce plan va connaître une fortune critique très importante, notamment aux États-Unis, où il est publié, et la ville de Saint-Dié reçoit d'ailleurs des éloges de grands professionnels et théoriciens de l'architecture pour son audace, pour la félicité d'avoir fait appel à Le Corbusier, de lui laisser mettre en œuvre ses préceptes. Mais ce n'est pas du goût de tous les habitants qui voient le projet s'éterniser, traîner en longueur, la reconstruction avance mal. Pourtant, l'argent dans l'ensemble du Grand Est, et particulièrement dans les Vosges, est déjà prêt. C'est une des régions qui est prête, la première pour les reconstructions. C'est peut-être dû à la figure du préfet qui a été nommé par le gouvernement provisoire de la République française, qui était M. Parisot, qui est un résistant et qui est lui-même un architecte et à qui on doit notamment l'extension de l'hôtel de ville de Nancy, à qui on doit la très intéressante chapelle de lumière de la butte de Mousson. Et donc il a été nommé préfet des Vosges, alors peut-être qu'il a permis que cet argent soit mobilisé rapidement. Toujours est-il que le logement des sinistrés avance assez mal et que les habitants tardent à retrouver la trame et le cadastre ancien, en tout cas en partie, retrouver des propriétés équivalentes. Et donc on presse un peu la ville. Donc Jacques André a présenté sa démission à raison de la concurrence qui se paierait avec Le Corbusier. Et c'est Raymond Malo, qui est inspecteur d'urbanisme pour la ville, pour le département, qui va reprendre les rênes du projet avec
l'aide de Paul Rézal et Georges Michaud, qui vont reprendre les grandes trames du plan André et les mettre en œuvre avec quelques adaptations, quelques corrections, donc à la satisfaction des associations d'habitants, donc des coopératives de sinistrés. Donc là, on passe à quelque chose de totalement différent, avec, comme vous l'avez vu sur la rue Thiers, sur la rue Dauphine, des grands immeubles, on retrouve l'orthogonalité de cette grande perspective historique de Saint-Dié, notamment valorisée au XVIIIe siècle après la première incendie de 1755 et la reconstruction des façades financée par le duc Stanislas. On retrouve cette orthogonalité et on retrouve une architecture qui met en valeur des lignes horizontales, des grandes lignes filantes. Je ne m'attarde pas sur la description parce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être en parler et qui en parleront même mieux. Donc, vous avez ici le plan et quelques images qui sont dans les archives départementales des Vosges, des images donc, des années 50. Là, une image d'immeuble en reconstruction et puis une vue aérienne de ce grand carrefour central qui est évidemment un des symboles de cette reconstruction, au-delà des bâtiments publics que sont la mairie, son annexe, la sous-préfecture. Vous voyez sur cette image aérienne actuelle l'impact de cette reconstruction en centre-ville. On distingue toujours très très bien cette grande traversée. Et on a abandonné sur le côté droit de cette image des rues diagonales qui étaient prévues, qui n'ont pas été réalisées tout à fait comme ça. Donc voilà quelques images actuelles de cette reconstruction, avec des immeubles donc, qui sont sur 4 niveaux plus combles pour la plupart, et parfois sur 3 niveaux plus combles pour les parties plus près de la cathédrale, qui elle est, comme vous le savez, restaurée à partir des ruines. D'ailleurs, dans le plan Le Corbusier, la cathédrale, tel un monument isolé, devait être elle aussi restaurée et laissée dans un parc paysager. Donc là, vous avez, au-delà des immeubles plus bas, hein, les immeubles sur 3 niveaux qui ont, eux, des lignes plus verticales. Donc un jeu subtil entre ces deux types de composition et puis l'annexe administrative avec du grès des Vosges en parement. Vous avez les façades arrière ici de certains immeubles avec ces grandes cages d'escalier vitrées toute hauteur qui reprennent les modèles qu'on peut voir dans d'autres reconstructions du même type, hein, notamment à Sedan par exemple, vous avez ce même type de composition. D'ailleurs, on va venir sur le cadre national avec quelques exemples qui peuvent s'inscrire, avec évidemment toutes les précautions nécessaires, mais qui peuvent s'inscrire dans la même lignée que la reconstruction de Saint-Dié. Vous avez ici l'exemple de Saint-Nazaire par l'architecte Noël Lemaresquier, un architecte qui est intervenu ponctuellement en Lorraine. Il a construit une élégante chapelle dans les années 70 pour l'hôpital de Brabois, Nancy. Donc une reconstruction là encore avec une grande ligne, une grande traversée principale et puis des artères secondaires, et vous le voyez, les compositions classiques hein, qui finalement reprennent réinterprètent le classicisme à la française, avec parfois des pans arrondis ou des pans coupés et toujours les hautes toitures comme à Saint-Dié. Ensuite, je parlais de Sedan, donc vous voyez la rue du Général Leclerc à Sedan. Alors, de ce côté de la rue, vous avez une composition un peu classique avec la pierre, je ne vais pas dire de Jaumont parce que c'est pour Metz, mais la pierre de Don-le-Ménil, qui est la même pierre en parement à Sedan et en gros œuvre aussi. Et sur le côté de la rue, vous avez un programme beaucoup plus contemporain, très intéressant, avec ce qu'on appelle les peignes, qui sont des immeubles de plus grande hauteur. Mais sur ce côté de la rue, sur 2 rues, Gambetta et Général Leclerc, vous avez encore ces immeubles, même type qu'à Saint-Dié. Vous avez ensuite le Val-de-Loire, et là on touche aux limites de cette comparaison, puisque en Val-de-Loire, on a toujours l'exemple à Blois ou à Tours, donc avec Patou, toujours cette reprise de la composition classique française, mais évidemment là on commence à toucher à des modèles qui reprennent des références à un style régional. On l'a à Saint-Dié, hein, les enduits sont en rose, il y a évidemment du
grès local, et dans le Val-de-Loire, le tuffeau qui revient, qui est associé au béton, et les hautes toitures d'ardoise, donc on a un parallèle. On n'est pas dans le régionalisme comme on le trouvera à Saint-Malo par exemple. Vous avez vraiment le respect de la trame cadastrale ancienne, une reconstruction en ce qu'on va appeler plus tard le style néo-breton. Voilà. À Saint-Dié et dans ces villes qu'on vient de voir, on a quelque chose de différent. Mais finalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'est pas du tout dans la démarche du Havre, ou même de Lorient, ou du port de Marseille, ou du port de Toulon. On n'assume pas totalement la modernité telle qu'on l'aperçoit a posteriori, aujourd'hui on l'a défini. En tout cas, le confort entre dans les maisons, les toilettes intérieures, l'électroménager qui peut être installé dans les années 60, vous avez l'eau courante, etc. Mais la composition des bâtiments, finalement, elle respecte la tradition historique et elle s'inscrit dans une continuité, une réinterprétation de ces modèles.